Merci d'être venu. Je sais que c'est de très bonne heure pour vous. Moi, je loge à côté, donc ça va. Alors, je suis content de venir vous voir parce que c'est la première fois que je viens à Montpellier. J'ai parcouru à peu près toute la France, la Suisse. Je suis très bien accueilli, en principe, dans les médecines alternatives, les salons des médecines alternatives, peut-être parce que je les dérange beaucoup moins, qui sont peut-être plus ouverts. Et malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'écho du côté de mes confrères. C'est-à-dire qu'ils ferment les yeux et ils se bouchent les oreilles. Donc, ils ne savent absolument pas ce que je vais vous raconter. C'est dommage. J'aimerais qu'on me pose beaucoup de questions, comme tous les gens qui assistent à mes conférences les posent. Alors, je dois dire que j'ai un point de départ qui a été quand même quelque chose d'original. Tout a commencé le 11 juillet 1931. Vous voyez, ça remonte à loin, mais il faut que vous compreniez pourquoi je suis arrivé à ça. Et c'est le jour de ma naissance. Ma mère a accouché en catastrophe à 7 mois et demi. Et j'ai eu une infection intestinale. On m'a sauvé de justesse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réanimation, il n'y avait rien, mais enfin, je crois que c'est ma grand-mère qui a dû jouer un petit rôle. Et puis pendant 8 ans de ma vie, j'étais un gosse que soignaient surtout les homéopathes, c'était avec eux que ça marchait le mieux, mais qu'on soignait pour le foie et l'estomac. Avec des épisodes épouvantables, au point de vue caractériel, j'avais peur de tout, enfin j'étais vraiment quelque chose. Jusqu'au jour où, en 1939, un médecin qui ne me connaissait pas, qui était chez la voisine, ma mère l'avait appelé en catastrophe, est arrivé, on lui a raconté tout ça, il a appuyé sur mon ventre, en bas et à droite de l'ombilic, ici. Et ma mère a toujours dit, c'est curieux, parce que jamais tu t'étais plaint de cet endroit. Tu avais mal à l'estomac, au foie, donc les gens te palpaient l'estomac, te palpaient le foie, mais là, personne n'appuyait. Et lui, c'est le seul. Et quand il a appuyé, tu as eu très mal. Et à ce moment-là, ce médecin a dit, ce gosse a une appendicite chronique. Alors c'était curieux parce que chronique, vous voyez, ça avait commencé à ma naissance. On m'a opéré 2 mois après, donc ce n'était pas aigu, on m'a opéré avant. Et d'un seul coup, ma vie a changé totalement. C'était juste avant la guerre, et j'étais devenu un garçon qui pouvait manger autrement, qui était heureux de vivre. Tout ça, ça avait transformé, aussi bien au point de vue caractère que physique. J'ai grandi, je mangeais autrement, enfin j'étais heureux de vivre, alors que j'étais tout le temps malade, tout le temps des choses comme ça. Et puis il y a eu la guerre qui a été pour moi assez dramatique, parce que pour des raisons politiques, j'ai été séparé de ma famille, je m'appelais Lambert, et j'allais d'une ferme de résistants en ferme de résistants, et donc j'étais séparé, toujours tout seul, donc ce qui m'a entraîné à me poser des questions, parce que quand on n'a pas ses parents pour y répondre, il faut bien qu'on trouve des réponses, et je pouvais le demander à personne. Donc j'ai été entraîné, ça aussi, ça a joué un rôle certainement pour la suite, à enregistrer des choses auxquelles je ne pouvais pas répondre, en les mettant de côté pour répondre. Et puis ça a duré toute la guerre. Et puis ensuite, j'ai fait mes études, et j'ai commencé, si vous voulez, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais à droit en tout, j'ai fait de la compétition, tout s'est très bien passé. Et j'ai choisi la médecine après le bac, je suis arrivé à Paris, et là, il y avait un problème, il fallait que je gagne ma croûte pour payer mes études, donc j'ai fait beaucoup de remplacements, d'aide opératoire, etc. Et malheureusement, mes concours en ont pâti, parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Quand je ne dormais pas la nuit, c'était difficile. Mais mon patron, un de mes patrons, le professeur Longuet, a remarqué que j'étais très doué, parce que sur le plan pratique, je connaissais énormément de choses. Donc il m'a demandé en 1954 de faire fonction d'interne sans aucun titre, d'interne en chirurgie dans son service à l'hôpital Rothschild. Et là, il m'a conservé pendant 4 ans, ce qui m'a permis de faire toutes les consultations du service, d'élargir, notamment sur le plan vasculaire, d'habitude, mais on apprenait à tout faire, de la chirurgie plastique, puisqu'il n'y avait pas de spécialiste à l'époque. Bref, j'ai élargi et je faisais tout ce qui me plaisait sur le plan chirurgical. Mais j'avais quand même mon idée en tête, c'était pourquoi j'avais été amélioré. Parce que j'avais aucune explication, on n'en a pas encore, si vous voulez, parce que je suis malheureusement le seul à avoir cherché pourquoi, mais ça m'a tracassé, et vous verrez dans mes livres que je raconte des histoires qui ne sont pas des histoires, mais des faits réels, et qui m'a permis de commencer cette recherche très tôt. Et par exemple, j'ai découvert que
ceux qui avaient eu un appendice normal étaient les fœtus, les enfants mort-nés, si vous voulez, qui n'avaient pas jamais mangé. Tout ça, ça a été quelque chose qui m'a ouvert les yeux, parce que j'ai compris que finalement, mon appendice qui était malade, qu'on avait enlevé chronique après quelques années, ça avait commencé à ma naissance. Et puis, j'ai contrôlé quand même, à l'hôpital des enfants malades, parce que je voulais quand même tout savoir, et on a contrôlé les appendices qu'on appelait sains, si vous voulez, et les autres, les enfants mort-nés. Et là, le spécialiste qui a vu que ceux des enfants mort-nés étaient tout à fait normaux, il n'y avait aucune plaie muqueuse. Par contre, tous les appendices qu'on avait dit sains avaient des petites plaies minuscules, pas infectées. Et comme on les voyait tout le temps, on ne les décrivait pas. Vous verrez que je suis têtu, j'ai donc fait des recherches, et je me suis rendu compte que très vite, personne n'échappe, tous les gens ont facilement une petite infection intestinale, et à partir de ce moment-là, ces appendices qui a une fonction, parce que je l'ai découvert, si vous voulez après, eh bien, il a fait mal. Donc ceux qui ont un appendice, pour moi, ne vivent jamais à 100% de leur vie, de leur possibilité de vie. Et ça a été quelque chose, mais je ne savais pas où j'allais. Et un jour, j'ai repensé à l'expérience de Pavlov. Vous savez, c'est ce chien à qui on a mis des petits tuyaux qui récupèrent la salive, les sécrétions de l'estomac et les sécrétions bilio-pancréatiques, ce qu'on appelle. On agite une sonnette et les sécrétions, si vous voulez, se mettent à couler en même temps qu'il mange. Et puis, on ne lui donne pas à manger, on agite la sonnette et ça coule quand même. Ça veut dire que le cerveau du chien avait enregistré, si vous voulez, qu'avec la sonnette, il avait mangé et il sécrétait. Or, quand on a demandé aux scientifiques, parce que cette découverte était le réflexe conditionné de Pavlov, ça a été le point de départ de la psychiatrie moderne. Quand on a demandé aux gens, mais pourquoi le cerveau du chien enregistre ça, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est pour faciliter la digestion, ce qui ne veut rien dire. Et quand j'ai vu ça, je suis très pratique. J'ai dit, mais la digestion, ça réclame beaucoup de sécrétions. Et ça, c'était minime, donc le corps n'est pas idiot au point de faire ça pour ça. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'en réalité, ce réflexe qui a été étudié par des milliers de médecins spécialisés, si vous voulez, et qui est étudié encore, eh bien, c'est un réflexe de défense naturelle. C'est-à-dire que quand vous sécrétez de la salive, quand le cerveau du chien apprend qu'il va manger, eh bien, il envoie un peu de salive dans l'œsophage. Pourquoi? Parce que j'ai une patiente qui était morte en 3 ou 4 minutes, étouffée par un morceau de viande d'une fondue bourguignonne, si vous voulez, qu'elle avait avalé sans mâcher. Je me suis dit, le chien a peur qu'il fasse la même chose et qu'il meure. C'était donc une défense naturelle. Ensuite, la sécrétion de l'estomac, cette sécrétion, pourquoi? Eh bien, quand elle arrive dans l'estomac, on le sent, vous le sentez vous aussi, parce qu'on a tous le réflexe de Pavlov, c'est fait exprès. Eh bien, quand elle sort de l'estomac, elle arrive dans le duodénum, et elle est acide, et le duodénum est alcalin. Donc, ce duodénum ferme l'estomac, et ça me brûle, je le ferme. Et là, je mets fin à une querelle sur le plan scientifique, parce que les Américains disent, celui qui ferme l'estomac, eh bien, c'est l'estomac. Et les Russes, c'est Zhukov, ils disent non, c'est le duodénum. Mais aucun des deux, c'est une querelle qui dure encore maintenant, parce que s'ils n'ont pas lu mon livre, ils ne savent pas pourquoi, aucun des deux ne peut justifier. Et là, d'un seul coup, je savais que c'était les Russes qui avaient raison, et pourquoi? Donc, vous voyez, sur le plan scientifique, j'apportais des choses quand même qui étaient certaines. Ce n'est pas des paroles en l'air que je vous apporte. J'ai tout contrôlé sur ce plan-là. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai étudié la troisième, les sécrétions bilio-pancréatiques. Et alors, j'ai eu l'habitude, si vous voulez, je cherchais, donc je parlais avec mes patients, ils me racontaient, et quand ils venaient me voir, ils avaient l'appendice, et ils me disaient, vous savez, si j'ai l'habitude de manger à 8 heures, il ne faut pas que je mange à 8h30, parce qu'à 8h30, j'ai plus faim, je mange, ça passe pas, tout ça. Ils avaient de l'aérophagie, ils avaient des ballonnements qui se déclenchaient, ça durait 25 minutes. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que la petite sécrétion de M. Pavlov, ces sécrétions
de bile et pancréatique, donc qui sont énormes, si vous voulez. Cette petite goutte, elle mettait 25 minutes pour arriver dans le sécom. Donc dans le sécom, à droite, et naturellement, elle est visqueuse, parce que la bile, c'est visqueux, vous l'avez senti aussi à certains moments. Donc elle glisse, elle descend, et elle pénètre, si vous voulez, dans l'appendice, qui est 3 cm plus bas. Et cet appendice, curieusement, il est toujours vide. Et quand les scientifiques ont vu que cet appendice était vide, un petit boyau digestif qui est vide, ben, il ne sert à rien. Et en réalité, c'est fait exprès. La nature a fait exprès pour que cette petite sécrétion, finalement, eh bien, elle puisse pénétrer, parce qu'il était plein de matière, elle ne pouvait pas rentrer, elle va glisser. Et curieusement, vous allez voir, si vous voulez, qu'est-ce qui va se trouver dans cet appendice, chez vous, pas chez le fœtus, il y a des petites plaies. C'est comme si vous aviez un petit taft et que vous mangez une salade avec un peu de vinaigre. Donc cet appendice va être agressé par cette sécrétion puisqu'il a des plaies, et à ce moment-là, il déclenche ces manifestations. Il va vous provoquer l'aérophagie, du ballonnement, d'un seul coup. Et de ce coup, j'avais une explication, parce que je le savais, tout ce que les gens arrivaient à me dire, vous savez, depuis que vous m'avez opéré, j'ai plus mal à l'estomac, je suis plus ballonné, je vais bien au cabinet, etc. Mais pourquoi? J'avais aucune explication à leur donner. Et c'est pour ça que j'ai cherché l'explication. Et ça, j'ai commencé sérieusement, si vous voulez, en 61. Vous voyez, et d'un seul coup, en 67, j'avais une explication de savoir que ce petit organe tout bête avait été mis là pour récupérer cette petite sécrétion de M. Pavlov. Et là, c'était ahurissant. Je tombais, si vous voulez, sur quelque chose d'énorme, parce que d'un seul coup, je me rendais compte que cet appendice avait été rajouté chez nous, les primates, alors que les autres n'en ont pas, uniquement pour récupérer cette petite sécrétion. Et c'était quoi cette petite sécrétion de bile et pancréatique, avec ces enzymes? Eh bien, c'est quand vous mangez, c'est pour survivre, et il faut donc vous mâcher, c'est très bien, on vous le dit, mais surtout quand ces aliments sont sortis de l'estomac, vous allez rajouter bile et enzymes pancréatiques. Et cette sécrétion va détruire les aliments jusqu'à la cellule pour qu'ils puissent traverser l'intestin et vous nourrir. Or, c'est la plus grande erreur, je pèse mes mots, je maintiens devant tout le monde, la plus grande erreur de la médecine, c'est qu'elle connaît parfaitement les pouvoirs de ces sécrétions qui sont mortels pour vos aliments, mais qui peuvent être mortels pour votre système digestif, surtout s'il a des plaies. Si vous avez du vinaigre et une petite plaie ici, ça brûle. Et donc, cette muqueuse devient vulnérable à ces sécrétions, qui sont mortelles. Et actuellement, on vous parle, si vous voulez, des facteurs qui agressent au point de vue des maladies dégénératives, qui provoquent le vieillissement, qui provoquent tout ça. Mais jusqu'à présent, on vous parle des nanoparticules, on vous parle des tas de choses, mais jamais personne ne vous a parlé de vos sécrétions à vous. Or, quand j'ai découvert ça, c'était quelque chose de... Et comment en parler à mes confrères? Déjà, ils ne m'écoutaient pas quand je parlais de l'appendice, il valait mieux qu'ils ne soient plus là parce qu'ils modifient le système digestif et je savais maintenant pourquoi. Donc, c'était difficile. J'ai donc continué avec mes patients, en parlant avec eux, en les interrogeant, en les opérant, savoir ce que j'avais transformé. Et j'ai eu des choses ahurissantes. J'ai eu par exemple un petit garçon qui avait du psoriasis, un petit espagnol, qui devait avoir 7 ans à peu près, qui depuis 3 ans était soigné à l'hôpital des enfants malades pour son psoriasis. Je l'opère, il part en Espagne pour sa convalescence chez les grands-parents, il revient au bout de 6 mois et la mère me dit, vous savez, vous avez raison, qu'est-ce qu'il est mieux maintenant? Moi j'avais été la preuve vivante de tout ça, mais je ne savais pas pourquoi. J'avais été changé, et d'un seul coup, je voyais que ce garçon revient, mais vous savez, docteur, non seulement il va mieux, mais il n'a plus de psoriasis. Et au départ, je me suis dit, mais pourquoi? Et là, j'ai compris une chose, c'est que ces sécrétions, en réalité, elles partent du système digestif, et elles traversent les plaies, puisqu'il y a des plaies dans votre côlon, on ne les voit pas, elles sont microscopiques, mais elles existent. Pour ça, on vous dit, si on ne les voit pas, c'est nerveux, c'est vrai, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et donc, ces sécrétions, si vous voulez, elles vont être récupérées par voie sanguine et lymphatique. Et là, en passant dans les voies, dans les artères, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont agresser aussi les artères. Et puis, pour être ensuite, si vous voulez, sorties par tous les moyens possibles, dont toutes les sécrétions. Alors, par exemple,
quand elles traversent les bulbes pileux, eh ben, elles détruisent le bulbe pileux pour sortir. Donc les chauves qui sont là ont une colite importante et ils ont des enzymes qui traversent. Et s'ils ont l'appendice, ça multiplie. Donc déjà, vous voyez que j'avais des tas de choses qui venaient se surajouter. Autrement dit, j'avais de plus en plus d'explications des troubles que présentaient mes patients, pourquoi ils vivaient mal. Il y en avait qui avaient 20 ans de problèmes digestifs et d'un seul coup, ils n'avaient plus rien, ils vivaient normalement. Mais pourquoi, docteur, on ne me l'a pas dit? J'avais des migraineux. Moi, je n'ai jamais su ce que c'était que la migraine. Si, avant qu'on m'opère, j'avais souvent mal à la tête. Ça a été fini. Je n'ai pas eu d'acné. C'est quand même curieux. Or, j'avais donc une explication parce que c'est sorti par toutes les possibilités. Par exemple, il y a une chose que vous allez pouvoir vous rendre compte, c'est que les scientifiques ont naturellement analysé la salive. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la salive? Des enzymes. Des enzymes. Or, personne ne s'est posé la question. Parce que je peux vous dire une chose quand même, qui est scientifiquement, je voudrais qu'un scientifique m'explique comment les glandes salivaires, la salive, fabriquent ces enzymes, qui sont fabriquées uniquement par le pancréas. Il n'y a pas de cellules du pancréas dans les glandes salivaires. Donc, c'est une chose, vous voyez, qui est passée inaperçue. Alors, bien sûr, on va vous s'intéresser sans pouvoir vous donner de solution aux nanoparticules. On dira c'est votre voiture, etc. C'est vrai tout ça, mais c'est minime. Parce que dites-vous bien que vos sécrétions digestives, elles sont énormes. Et malheureusement, je me suis rendu compte que les ordres défensifs que délivrait l'appendice, au bout de 25 minutes, qui faisaient que les gens s'arrêtaient de manger, ça aussi c'était facile de l'expérimenter, en faisant parler un de mes copains, par exemple, au début du repas, et qui était un costaud, ceinture noire, 6e dan à peu près, et le faire parler, et me rendre compte que quand on lui a mené après l'entrée qui avait commencé, quand on lui a mené sa belle entrecôte, il n'en mangeait que le quart. Alors que c'était un garçon qui était comme ça. Je m'en suis rendu compte parce que je l'ai opéré plus tard aussi. Et curieusement, alors cet appendice avec ses plaies était douloureux à la pression. Et mon patron nous avait dit, quand vous avez examiné quelqu'un, vous avez tout cherché, il n'y a rien. Pensez à lui palper le ventre en bas et à droite. Il faut que votre main s'enfonce doucement et dans le fond, à un petit endroit, d'un seul coup, vous allez déclencher une douleur et si vous insistez, il va replier la jambe. C'est ce que j'avais fait et j'étais d'autant plus sûr que c'est comme ça qu'on avait diagnostiqué la mienne, si vous voulez, et que si on n'avait pas le PV avant, on aurait diagnostiqué avant. Donc je savais maintenant pourquoi cet appendice était sensible à la pression. Parce qu'un organe digestif, quand il est normal, la bouche en fait partie, n'est sensible qu'à la dilatation, pas à la pression. Appuyez-vous sur la joue, ça fait pas mal. S'il y avait un aphte derrière, ça fait mal. Donc j'avais un élément diagnostique que personne n'a tenu en compte. Parce que je vois encore des médecins qui viennent me voir, pour eux d'abord, parce qu'ils ont lu mon livre, et puis après ils reviennent en me disant « tu m'apprends à palper les ventres ». Et c'est vrai qu'on n'apprend plus. On vous fait des IRM, on vous fait des scanners, des échographies, n'en parlons pas. Et tout ça, si vous voulez, ce sont des examens qui sont grossiers par rapport à ces lésions microscopiques. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez des problèmes de côlon, on vous fait des tas de radios, des examens, coloscopiques et tout, on ne trouve rien. Et on vous dit, ben, c'est nerveux, vous avez ce qu'on appelle un côlon irritable. Ça veut dire quoi, irritable? Vous voyez un côlon qui est irritable, vous l'irritez avec quoi? Et jusqu'à présent, je peux vous dire que la médecine n'a jamais tenu compte de ces sécrétions digestives. Je vous en parle maintenant, c'est pour vous une découverte. Alors, naturellement, ça m'a amené à dire, mais selon ce que je mange, je vais fabriquer plus ou moins de ces sécrétions. Avec les sucres rapides, par exemple, dans le système digestif, si vous voulez, vous avez l'intestin grêle, si vous voulez, qui assimile, et vous commencez à digérer les sucres au début, ensuite les graisses, et tout à fait en dernier, tout près du côlon, les protéines. Alors, c'est quand même curieux, parce qu'on ne s'est pas non plus posé de questions. Oui, je n'ai pas arrêté, je ne vous en fais pas. C'est dire pourquoi? Ben, ça veut dire que quand vous mangez des sucres rapides, eh bien, les enzymes pour les sucres sont fabriquées très vite et très facilement. Donc, c'est eux que vous allez détruire en premier. Et puis après, il y a la bile qui arrive, qui est plus volumineuse, donc elle va détruire les graisses. Et puis les protéines, c'est en dernier.
Et par exemple, quand on vous parle du régime sans gluten, qu'est-ce que c'est que le gluten? Eh bien, le gluten, ce sont des protéines. Mais il y a des gens qui sont allergiques, d'autres non. Mais personne ne vous a dit pourquoi le régime sans gluten était bon. Hein, Signalé, que j'ai connu par patient interposé, était très opposé à ça. Il était beaucoup plus jeune que moi, à peu près 25 ans. Et des patients l'ont vu. Et je savais à sa façon de s'asseoir, hein, par exemple, quand il était assis, il n'était jamais les jambes parallèles, il les croisait, il les écartait. Et quand il marchait, son pied droit partait vers l'extérieur. Et je savais qu'il avait l'appendice. Donc il était opposé à l'ablation de l'appendice. Il avait le sien. Et quand on m'a dit tout ce qui donnait dans ce régime sans gluten, c'était sans gluten, mais il ne faisait pas attention au reste. Et le reste, vous avez bien compris que si vous mangez des sucres rapides, c'est très vite des enzymes pancréatiques pour les sucres, ensuite des graisses, etc. Donc, ça veut dire qu'il avait un régime qui n'était pas bon. Et en plus, il prescrivait des enzymes au point de vue digestif, parce qu'il disait que ça améliorait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'espère qu'il ne suit pas ses conseils. Et quelques mois après, j'ai appris qu'il était mort en 3 mois de temps d'un cancer du pancréas. Et ce sont des choses, c'est oui, que je peux expliquer. Donc quand on peut expliquer quelque chose, on peut avoir une approche préventive. C'est un peu ce que je vous propose là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre, surtout retenir tout ce que je dis. Mes livres vont vous l'exposer. Mais ce que je sais, c'est que, si vous voulez, quand on a cet appendice, c'est ce que j'appelle un multiplicateur pathologique, parce que si je peux modifier votre alimentation, par contre, avec M. Pavlov, je sais qu'il suffit que vous pensiez, donc sans manger, là, pour qu'il déclenche ces manifestations qui sont pour moi dangereuses. Quand il ferme l'estomac, quand il le dilate, ben, si vous mangez un peu plus, vous allez continuer à le dilater. C'est ce qu'on appelle les gros mangeurs, si vous voulez, ou les gourmands, et qui vont prendre du poids. Parce que votre corps a été fait, parce que le corps c'est merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on n'a pas compris. Il a été fait, si vous voulez, pour limiter finalement votre alimentation. Vous mangez, et quand vous arrivez à un certain drap, c'est la satiété, ce qu'on appelle, eh bien, votre cerveau dit arrête, tu n'as plus faim. Pourquoi? Parce que votre cerveau a peur de la douleur. Hein, vous avez mal en levant le bras droit, il vous fait lever le bras gauche à la place. Hein, donc vous avez pas mal à votre bras droit puisque vous levez que le gauche. Et celui-là, il fait pas mal. Pour l'alimentation, c'est la même chose. Vous mangez et d'un seul coup, pouf, c'est ça. Or, les gens qui avaient l'appendice me disaient, vous savez, si je ne mange pas, au bout de 25 minutes, de boucher, j'ai plus faim. Alors qu'il avait faim une demi-heure avant. Et je comprenais que c'était les ordres appendiculaires qui recevaient cette petite sécrétion qui déclenchaient tout ça. Et là, naturellement, ça m'a permis de savoir que le corps sait très bien, alors que la médecine est passée à côté du danger représenté par ces sécrétions pour tout le corps entier. Vous avez vu le psoriasis du petit garçon, les rhumatismes psoriasis. Donc tout ça, il y a des relations. Naturellement, je vous raconte ça très vite, mais ça m'a demandé des années, si vous voulez, d'observation, de réflexion pour arriver à ça. Et malheureusement, j'ai été toujours le seul avec mes patients, rassurez-vous. Parce que mes patients ont drôlement contribué à me faire découvrir tout ça par leurs réflexions, leurs questions. Donc je vous apporte quelque chose d'énorme, parce que j'ai la réputation, si vous voulez, sur le plan médical, puisqu'ils ne savent pas le reste, d'être quelqu'un qui est un maniaque des appendices. Je m'en fiche de l'appendice. J'étais vraiment heureux quand quelqu'un arrivait et qui me disait que j'étais opéré. Parce qu'à ce moment-là, je pouvais leur donner les bons conseils, et avec ces conseils, ils allaient vivre longtemps. Alors ces conseils étaient simples, et naturellement, ce que je sais, si vous voulez, c'est que ces ordres, qu'est-ce qu'ils font? Ils dilatent l'estomac. Pourquoi? Parce que plus vous mangez, plus vous fabriquez le produit qui tue. Ensuite, ils ferment le pylore, l'estomac. C'est le retard de digestion. Ça passe pas, je ne digère pas. Pourquoi? Ben parce que vous fabriquez ces enzymes et ces sécrétions quand l'aliment est sorti de l'estomac. Donc vous voyez, tout est réfléchi dans le corps. Mais comme vous